Bienvenue sur Info 83. Notre invité Adam Aberbach, vous êtes le président départemental pour le Var du CNPA, le Conseil national des professions automobiles. Bonjour Adam Aberbach. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de la situation dans la filière automobile. On va évoquer l'emploi, on va évoquer également la transition énergétique, mais surtout la pénurie des semi-conducteurs, même si le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, a dit que le pic était derrière nous, la pénurie des semi-conducteurs qui a des conséquences, notamment sur les ventes de neuf avec les délais qui sont rallongés. Alors, où en est-on, Adam Aberbach ? Eh bien, ça fait 2 ans maintenant que nous subissons tout ce que le monde économique a vécu, la crise du Covid, la pénurie de semi-conducteurs, la hausse du prix des matières premières, de l'énergie, des transports maritimes. Tout ça lié nous met dans une situation un peu complexe. Les constructeurs au niveau mondial ont du mal à suivre les carnets de commandes. Et cela crée une pénurie de stock qu'on n'a jamais connu dans l'automobile aujourd'hui. Voilà, et donc par conséquent, lorsque l'on commande une voiture neuve, on a des délais qui sont rallongés. Ils sont à combien les délais aujourd'hui ? Alors selon les constructeurs, ils vont de 6 à 9 mois, 12 mois pour certains, voire un peu plus. Alors qu'avant, ils étaient de... Quand vous commandiez un véhicule, vous étiez à 3-4 mois, ce qui était un timing assez raisonnable. Voilà, avec moins de véhicules de disponibles en concession, forcément, je suppose. Alors, aujourd'hui, on est quasi, pour certaines marques et certaines régions, au stock zéro. Alors, la pénurie donc des semi-conducteurs entraînant un rallongement des délais de livraison pour les véhicules neufs, est-ce que les clients se rabattent sur les véhicules d'occasion ? Alors, on imagine que ça devrait être le cas. Pour l'instant, hein, au moment où on parle, le marché de l'occasion n'a pas encore explosé en fonction de la baisse du marché du véhicule d'occasion, qui enregistre en ce moment, mois après mois, en tout cas sur la fin d'année 2021, des baisses qui vont jusqu'à 30%. Le marché de l'occasion fait un petit plus 4, plus 5. Donc on n'a pas encore les incidences de l'explosion du marché de l'occasion. Est-ce que c'est dû à une hausse des prix à la vente ? Parce qu'on a entendu parler d'une hausse des prix à la vente de véhicules occasion, ou pas du tout ? C'est pas encore le cas. Le vous marché le de dites. l'occasion se repositionne. Donc aujourd'hui, si vous voulez acheter du véhicule d'occasion, petit à petit, avec le temps, il va augmenter, le prix va augmenter. C'est lié directement à la pénurie du véhicule neuf, hein. Donc la pénurie du véhicule neuf a plein d'effets papillons, puisqu'en fait, comme il y a moins de stock et parfois, comme je le disais tout à l'heure, pas de stock du tout, un client qui rentre en concession peut imaginer avoir un peu moins de remise que ce qu'il a pu avoir il y a quelques mois ou quelques années. Voire pas du tout de remise, puisqu'il n'y a aucune raison de consentir des remises, puisque les ventes ne s'effectuent pas. Alors le pas du tout de remise, je pense Bon, ça il y a quand n'arrivera même, jamais il y a quand même la remise on est sur un concurrence. marché, on est Oui. sur un marché concurrentiel qui fait qu'on est obligé de faire quand même de la Mhm. remise. Mais après, il va y avoir un choix par catégorie de clients. Certains constructeurs aujourd'hui ont décidé d'orienter tous les plans d'action commerciaux sur le particulier, Mhm. sur les entreprises, les petites et moyennes entreprises, peut-être un peu moins sur les clients loueurs, gros loueurs, courte durée aussi, ou alors les grosses entreprises, les grosses flottes, qui avaient des protocoles de remise très forts jusqu'à il n'y a pas si longtemps, et aujourd'hui ne peuvent plus bénéficier des mêmes avantages. Dans Berbage, quelle est la réaction des clients et ils sont au courant lorsqu'ils viennent en concession? Ils sont au courant de la situation ou quand vous leur dites le délai de livraison, ça sera 2022, mi-2022, voire deuxième semestre 2022? Alors, le constat est assez surprenant parce qu'on aurait pu imaginer que les clients commanderaient moins. Je l'ai dit tout à l'heure, la baisse de livraison d'immatriculation, puisque dans l'automobile, on parle en immatriculation, elle est de 30% par 30%, mois, là, ouais. en mois isolé sur les derniers mois de l'année. Elle fait quand même un petit plus 4 sur l'année pleine, mais on la compare à un 2020 qui était déjà un marché très, très, très atypique, il avait enregistré moins 25 par rapport à 2019. On imagine que 2021 ne devrait pas faire beaucoup mieux. La projection 2022 nous laisse à penser, avec les problématiques de production, qu'on ne sera pas dans un marché explosif non plus. Les clients continuent à commander. Si je fais un parallèle, on est à moins 30 d'immatriculation pour globalement un moins 20 de prise de commande. Voilà. Maintenant, quand vous commandez, le réel juge de paix dans beaucoup de métiers, hein, dans tout ce qui est commerce, c'est la facturation, la livraison. Quand vous commandez aujourd'hui, vous avez des problématiques pour livrer et on livrera en 2022. Est-ce qu'on peut dire aux clients, continuez de venir, commander de toute façon, il y aura, bon, on est à plus un mois, voire 2 mois par rapport à un délai normal finalement. Oui, il continue, hein, et comme je viens de le donner en chiffres, on continue à commander. Je suis assez surpris que les clients ne soient pas très impactés par le délai et ont l'habitude de commander avec du délai. Je
vais faire un parallèle qui n'a rien à voir du tout avec l'automobile, mais on commence à être habitué. Si vous allez acheter un canapé dans certaines enseignes ou une table de salon, vous êtes à 3, 4, 5 mois. Et ça choque personne. Donc, parce qu'il y a aussi une pénurie aussi sur le bois. Hein. Absolument, mais on ressent que les clients ne sont pas impactés à la hauteur de ce qu'on aurait pu imaginer de la baisse de production. Alors, autre impact également, c'est la fermeture des chaînes de production dans les usines. Hein. Il y a moins de travail forcément. Oui. Donc là aussi, on en parle. On a parlé de délocalisation de salariés, mais tout ça va rentrer dans l'ordre, je suppose. Il va falloir que les usines qui fabriquent les composants travaillent 24 heures sur 24 pour pouvoir inverser ce que j'appellerais vulgairement l'auto-noir. Hein. On a de la commande, on ne peut pas livrer. Il va falloir réguler tout ça. Et ça passera par une production très forte dans les mois très certainement 2022. On commence déjà à la toucher du doigt puisque des usines ont repris leur ouverture, ont reçu des semi-conducteurs au moment où on en parle. Principalement sur la France, parce que la France est un gros marché pour l'Europe. Beaucoup de constructeurs privilégient la fabrication en France pour certains, ou alors pour la France pour d'autres, puisque ça reste un marché important. Le secteur automobile hein, qui vit aussi une transition, c'est la transition énergétique, la fin du thermique, on en parle, la fin du diesel, c'est pour bientôt. Alors comment ça va se passer pour ceux qui ont un véhicule, par exemple un véhicule à moteur thermique, quel est le délai? Ça va se jouer sur combien d'années? J'espère des années en tout cas, pour la fin de ces véhicules qui vont être de fait dévalorisés au niveau de leur valeur. Alors, dévalorisé, on ne peut pas le dire à l'instant où on parle. C'est pas encore le cas. On vit quelque chose qu'on n'a pas connu. Il faut savoir que la filière automobile vit quelque chose de très fort. La digitalisation et la transition énergétique nous fait travailler sur ce que va être l'automobile de demain. Et quand je parle de l'automobile, je parle bien de l'automobile de manière générique. Ça comprend en amont les constructeurs, les manufacturiers, et en aval tout ce qui est métier automobile, le concessionnaire, le petit garagiste, le distributeur de carburant, l'auto-école, la déconstruction, etc. etc., etc. Ce que nous vivons va avoir forcément une incidence importante sur tous ces métiers. On estime aujourd'hui, dans la filière automobile, que 100 000 emplois sont menacés à horizon 2035. D'accord. On est en train de suivre ce que nous est dit. Du fait de l'arrêt du moteur thermique, à terme. Principalement sur l'arrêt du moteur thermique. Ça va avoir beaucoup d'incidences. Le CNPA travaille beaucoup sur les accompagnements des entreprises sur tout ce qui est technologie clé. Sur aussi la formation, parce que sur ces 100 000 emplois, il y a des entreprises qui vont être touchées de plein fouet. Il va falloir former nos salariés aux nouveaux métiers de l'automobile. Il va falloir travailler sur la reconversion. Il va falloir aussi travailler énormément sur le développement des infrastructures, des bornes de recharge. Hein. Aujourd'hui, nous avons 45 000 bornes de recharge environ en France, alors qu'il devrait y en avoir plus de 100 000, et que l'ambition est de 800 000 à horizon 2030. Donc il y a des vrais sujets, il va y avoir des emplois qui vont naître, il va y avoir des créations d'emplois, mais le CNPA souhaite accompagner les entreprises vers cette transition qui va, si on ne fait que la subir, qui va être assez violente. Voilà, pour l'instant, on regarde que les emplois qui vont être détruits. Hein. On ne parle pas des emplois qui vont naître de cette nouvelle. Je voulais également, alors on parle de l'électrique, mais on parle également de l'hydrogène. Est-ce que demain les véhicules sont des véhicules électriques ou seront des véhicules hydrogène? Où en est l'hydrogène justement par rapport à cette transition énergétique? Encore une fois, l'hydrogène aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en phase de développement. Je ne pense pas que ce soit demain qu'on puisse imaginer tous rouler à l'hydrogène. L'ambition européenne, je le rappelle, est de privilégier la fabrication de véhicules électriques. L'Europe nous impose des quotas, elle vient d'augmenter les ambitions de baisse d'émissions de CO2 à horizon 2035. C'est très malvenu parce que déjà, je le disais, le virage est très serré, et elle imagine en 2035 arrêter complètement la commercialisation de véhicules thermiques, mais aussi d'hybrides. Nous pensons que ce n'est pas la réelle solution, puisque l'hybride est une mixité de carburation qui est en adéquation avec certains roulages, et que le tout électrique ne peut pas être la solution pour tout le monde. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Donc c'est pour 2035, donc par rapport à tous les véhicules qui sont encore en circulation, véhicules thermiques, tous les propriétaires de véhicules thermiques, j'ai un véhicule à moteur thermique, hein, bien sûr, je fais un petit raccourci,
Que va-t-il advenir à partir de 2035 de ces véhicules? Ils seront interdits de rouler, on va devoir les revendre. Qui va nous les racheter? Ça va repartir dans d'autres continents peut-être? Non, parce que deux typologies de véhicules. Le véhicule neuf, hein, c'est une chose, et lui, il va être touché de plein fouet avec une D'accord. accélération 2035, c'est pour le véhicule assez, neuf. assez alors. D'accord. importante. Ça veut dire pas de construction de véhicules thermiques ou peut-être d'hybrides d'ici 2035. Par contre, le marché de l'occasion en France, si on reste dans notre pays, représente 3 fois le marché du véhicule neuf. Donc, il y aura encore des amateurs de véhicules d'occasion qui rouleront en thermique. Hein, la porte n'est pas fermée. Et les utilitaires également, les camions. Et les camions aussi. Exactement. On ne pourra pas arrêter de la circulation de tous les véhicules qui sont sur le marché. C'est complètement impossible. Par contre, la fabrication, on peut l'arrêter. Donc, si vous avez un véhicule thermique aujourd'hui, il reste encore quelques années pour pouvoir et rouler avec et le recommercialiser à travers les véhicules d'occasion. Voilà, bien sûr en espérant qu'il ne se passe pas pour le ravitaillement par exemple des carburants, des stations-service, ce qui se passe aujourd'hui pour l'électrique, que ça ne s'inverse pas. On le souhaite en tout cas. La situation dans le département du Var pour le secteur automobile, quelle est-elle? Est-ce que ça suit la situation nationale? Alors en France, c'est un peu plus de 4% d'évolution de marché. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Par rapport à 2020. Si encore une fois on pouvait comparer à 2020, qui est une année très atypique, hein, puisque 2020 a fait moins 25 de 2019. Je pense qu'on va faire à peu près la même chose en 2021. Dans le Var, ça se tient à quelques pourcentages près. Je crois qu'on fait plus 3 au cumul et moins 29. Moins 29 en mois isolés sur la fin de l'année. Et quelles sont les projections donc pour 2022, 2023? Si on en reste à ce qu'on voit aujourd'hui, les projections de marché, on ne peut pas être ambitieux sur le marché 2022. Donc on ne sera pas sorti de la fameuse crise de pénurie des semi-conducteurs? Il va falloir d'abord trouver une solution au niveau des semi-conducteurs et ensuite pouvoir produire tout ce qui est dans les carnets de commandes, ce qui va demander du temps, ce qui va demander aux usines de travailler peut-être 24 heures sur 24 pour pouvoir absorber les carnets de commandes et revenir à une situation saine. Je ne pense pas qu'on puisse y revenir en 2022. On parlait tout à l'heure de pénurie, on en parle d'ailleurs depuis le début de cette interview. Pénurie donc de semi-conducteurs, pénurie de main-d'œuvre également. Beaucoup de secteurs d'activité se plaignent de pénurie de main-d'œuvre. Est-ce que le secteur automobile souffre également d'une pénurie de main-d'œuvre, que ce soit dans les ateliers, à la mécanique ou dans la force de vente? Dans les métiers de la distribution, et même si on remonte au niveau des usines, la main-d'œuvre est en train de changer. Ce qu'on est en train de vivre va forcément faire que les métiers vont évoluer différemment. Les techniciens, on a un gros problème de main-d'œuvre sur les techniciens. Alors les techniciens, c'est tous les personnels qui sont en atelier. Mécaniciens, tech ou autres. On a une grosse pénurie de cette population, mais elle existait déjà avant ce qu'on est en train de vivre, puisque malheureusement, dans notre système éducatif, les métiers de la mécanique, de la carrosserie, de la peinture ou autres, ne sont pas des métiers qui sont très mis en avant. Donc on travaille beaucoup sur la formation. Je pense que la formation, il y a vraiment des choses à faire. On va avoir besoin de main-d'œuvre. Aujourd'hui, la pyramide des âges, quand vous allez dans l'entreprise, est quand même assez élevée. La génération qui arrive derrière est quasi... Elle est inexistante alors? Elle est quasi inexistante. La formation, quand vous avez un enfant et qui est à l'école, en général, quand vous l'envoyez, mais on travaille beaucoup avec le CNPA sur ces sujets de formation, quand vous envoyez votre enfant en mécanique, le système, pas les parents, mais le système dit que bon, tu n'as pas réussi ton cursus scolaire classique, donc tu vas aller faire mécanique. Donc on décrit des métiers qui pour autant sont des métiers très intéressants, qui sont très bien rémunérés, où il y a beaucoup d'avantages, et on en a réellement besoin. Le système éducatif ne les met pas assez en avant pour qu'on puisse former des jeunes à ces métiers, et il va y avoir une pénurie de main-d'œuvre. La pyramide des âges étant scalée, on peut difficilement former certains collaborateurs aux nouvelles techniques et principalement là aussi, informatique. Ça va poser problème à terme également pour tout ce qui est entretien des véhicules, cette situation-là? On n'a pas de réponse? Ça va poser des problèmes de formation. Il va falloir accélérer sur la formation. Il va falloir que l'Europe, qui nous emmène encore une fois vers cette orientation, débloque des enveloppes, que notre pays fasse le nécessaire aussi, comme d'autres pays d'Europe, pour créer des formations à la hauteur du développement de nos métiers. On peut imaginer que la concession ou le garage de 2030, peut-être pas 2035, parce que je disais on va arrêter la fabrication en 2035, si l'Europe continue à s'entêter sur ce sujet.
on va se décaler de 3-4 ans et de se dire en 2038, 2040, la concession sera très différente de ce qu'on la voit aujourd'hui. Vous émettez un avis, hein, vous dites si l'Europe continue à s'entêter sur ce sujet, vous qui êtes dans le monde de l'automobile, hein, qui avez fait votre carrière dans le monde de l'automobile, qui êtes toujours d'ailleurs dans le monde de l'automobile, ce qui se passe, le passage à l'électrique, c'est quelque chose pour lequel vous êtes favorable? Si toutefois vous pouvez émettre un avis, sinon c'est pas grave. On peut donner un avis. Alors on ne peut pas ne pas être favorable par une évolution qui nous emmène vers une... Pour l'environnement, bien sûr. Pour l'environnement, vers une baisse des émissions de CO2, c'est quelque chose d'important. C'est simplement la vitesse à laquelle on souhaite y arriver qui est problématique. Je le disais, l'Europe vient de réviser encore une fois à la hausse les baisses d'émissions de CO2 à horizon 2035. Ce n'était pas nécessaire. Si je fais des parallèles, il y a deux poids, deux mesures entre certains pays qui sont très pollueurs et d'autres qui font des efforts. Nous, on va payer très certainement les pots cassés si jamais on ne se met pas sur la vitesse de croisière de la mutation de ce qu'on est en train de vivre, accompagné encore une fois par l'Europe, puisque c'est une décision, et par notre système, dans la formation, vers le développement des technologies clés, vers les infrastructures, etc., etc. Il va falloir vraiment des aides importantes et une vraie feuille de route. Hein. Le CNPR travaille dessus, a mis en place une feuille de route et travaille avec l'Europe et le gouvernement vers la transition qu'on est en train de vivre. Alors oui, l'électrique et la baisse d'émissions de CO2 est importante, on ne peut pas se battre contre ça. C'est simplement la vitesse à laquelle on souhaite y aller qui peut poser problème et tous les dommages collatéraux qu'on peut rencontrer dans nos métiers, comme dans différents métiers, et forcément on va les subir. Voilà. Il y a du travail donc dans le secteur automobile, hein, que ce soit ici en local, dans le département du Var en France et puis bien sûr à l'Europe. Merci beaucoup Adam Aberbach d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci de nous avoir suivis sur Info 83.